Alors, moi, je vais du coup poursuivre sur la question de l'accès aux soins, finalement, mais dans une dimension moins macro, puisque c'est une dimension qui est au plus proche du terrain, et donc, notamment en portant dans l'espace public ces derniers mois la question des choix douloureux qui ont dû être faits concernant l'accès aux soins de réanimation qu'ont dû opérer les soignants au détriment, nous a-t-on dit, des personnes âgées. La crise sanitaire a opéré comme finalement un véritable révélateur pour la population de l'existence de pratiques de tri dans le domaine de l'urgence sanitaire, qui, comme on l'a déjà dit, ces pratiques de tri finalement sont des pratiques quotidiennes en santé. Donc on a pu entendre les travaux de Dominique Mémime, il y a beaucoup d'ouvrages de médecins sur la médecine de tri aussi. Et donc, même si dans les discours courants, effectivement, le principe de l'égalité d'accès aux soins d'urgence, finalement, constitue l'ordre lexical premier, de l'ordre du non négociable et de l'indiscutable, eh bien, les témoignages entendus ces derniers mois, faisant état de pratiques de tri à l'entrée des services de réanimation, ont, et fondés notamment sur le critère de l'âge, ont montré à la population que l'enjeu de l'égalité de tous dans l'accès aux soins d'urgence reste polémique. Et en prenant donc appui sur des recherches que j'ai menées entre 2007 et 2019, l'analyse que je souhaite exposer, alors qui sera nécessairement exposée à grands traits, évidemment, invite à problématiser cette idée d'égalité d'accès aux soins d'urgence, ou dit autrement, pour paraphraser Michel Foucault, problématiser, c'est quoi? C'est rendre problématiques et douteuses les évidences, les pratiques, les règles, les institutions et les habitudes. Et donc, je vais vous faire part d'une analyse qui est fondée sur le terrain. Je vous dirai après lequel, auprès donc, de professionnels de santé. Et cette enquête que j'ai menée vise à repérer et à déconstruire les mécanismes institutionnels qui sont plus ou moins implicites, plus ou moins formels, de priorisation de certaines vies au détriment d'autres vies. Et in fine, ces mécanismes, on le voit, produisent, voire reproduisent des inégalités sociales dans l'accès aux soins d'urgence. Et il y a cette histoire, effectivement, on verra, de hiérarchie des vies qui se posent. Donc, je dirais déjà que dans l'imaginaire social, la question du tri des patients relève a priori, on en a parlé, hein, uniquement de la discipline médicale, les modalités de tri reposant sur des critères cliniques, scientifiques, hein, parce qu'ils reposent sur des études cliniques ayant donné lieu à la construction de protocoles, sur des pratiques qui sont éprouvées sur le terrain. Et donc, c'est à l'aune de ces critères donc, dits scientifiques que se réalise le tri des patients dans le domaine de l'urgence. Et donc ça, c'est le discours courant. Pour le dire autrement, le choix médical d'orientation d'un ou d'une patiente vers l'une ou l'autre filière de soins d'urgence reposerait sur ces normes médico-scientifiques qui garantissent à tous une égalité de traitement dans l'accès aux soins d'urgence. Donc ça, tel est le discours dominant, le discours public finalement sur le tri qu'on a intériorisé à tel point qu'on ne le discute pas. Et l'analyse sociologique, finalement, déconstruit en partie cette évidence, en partie seulement, hein, cette évidence de la scientificité des normes et des critères à l'aune desquels se réalisent les choix des professionnels en matière de tri, en matière de priorisation. Et plus précisément, cette enquête, cette analyse révèle que les normes dites médicales ne suffisent pas pour rendre compte de ces pratiques. On constate que derrière la mise en ordre apparemment strictement médicale des malades dans le domaine de l'urgence se révèle une mise en ordre socio-économique qui est notamment le résultat d'une progressive colonisation de l'hôpital par la politique du new management public et donc d'autres critères qui sont des critères budgétaires. Donc l'analyse montre que ces normes qui sont au fondement d'un ordre sont au fondement d'un ordre socio-sanitaire hiérarchique qui produit de la discrimination dans l'accès aux soins d'urgence. Et c'est un ordre social hiérarchique au sein duquel la vie de certaines personnes
vaut moins que celle d'autres, et on verra lesquelles. Donc, finalement, la réflexion que je mène invite à questionner l'éthicité des critères à l'aune desquels se réalise aujourd'hui le tri des patients et des patientes dans le domaine de l'urgence et plus largement dans le domaine de la santé. Donc, 2 points d'attention sont intéressants pour saisir en acte les pratiques de tri quand on travaille dans le domaine de l'urgence. Il y a le travail de régulation médicale réalisé par les médecins au sein des SAMU Centre 15. Et il y a le travail réalisé par les professionnels à l'accueil des services d'urgence. Donc, ce sont 2 points d'attention qui m'intéressent. Et lors de mes recherches, j'ai pu non pas faire des observations en salle de régulation médicale, mais faire des entretiens auprès de médecins régulateurs. Et j'ai pu faire des observations et aussi passer des questionnaires auprès des patients à l'accueil de 2 services d'urgence. Alors, l'un des services était un service d'urgence public au sein d'un CHU et l'autre était un service d'urgence situé dans une clinique à but lucratif, sachant que ces 2 services d'urgence partagent le même bassin de recrutement de population, c'est-à-dire qu'ils sont situés assez proches, très proches géographiquement, et donc l'idée était de voir qui va où et comment se fait l'orientation des personnes, pourquoi, qui on envoie à la clinique, qui on envoie au service d'urgence public, et ce, sur quels critères. Alors, le tri des patients en amont des services d'urgence, donc la régulation médicale, très concrètement, qu'est-ce que me dit un médecin régulateur du SAMU Centre 15? Il m'explique durant un entretien comment il oriente les patients vers l'un ou l'autre des services d'urgence enquêtés, c'est-à-dire vers le CHU ou vers la clinique. Il me dit comme ça, si les pompiers nous disent on a ramassé un SDF qui vomit du sang, qui est sur la rue, bon bah là on me dit plutôt d'aller aux urgences sous-entendu publiques. C'est tellement intériorisé que c'est sous-entendu, c'est-à-dire qu'il me dit pas, il me précise que c'est public, parce qu'aussi il faut reconnaître qu'ils sont plus nombreux, personnels de garde, en aide-soignants, en infirmières, ils sont beaucoup plus nombreux aux urgences, sous-entendu public. S'il y a de l'agitation, il y a la police aussi, souvent aux urgences, sous-entendu public. À la clinique, ils n'ont pas la police. Et donc, à travers cet extrait, on comprend que ce médecin régulateur, qui exerce par ailleurs aussi à SOS Médecins, oriente systématiquement les patients ayant des problématiques sociales et ou psychologiques vers le service d'urgence publique. Alors, il y a d'autres anecdotes que je ne peux pas vous exposer ici, sinon ça prendrait trop de temps. Donc, on va passer aux critères d'orientation vers la clinique. Il y a alors un médecin régulateur qui me dit à la clinique, il faut quand même que ce soit assez ciblé, quoi. Donc, il explique aussi qu'il n'aime pas trop quand ça touche à plusieurs choses, quand il n'aime pas trop les cas sociaux, etc. Et le chef du service d'urgence de cette clinique m'a expliqué au cours de l'enquête que les médecins généralistes de ville ont pour consigne d'appeler, ou les médecins spécialistes de ville ont pour consigne d'appeler le service d'urgence de la clinique avant tout envoi de patient. Et donc, ce qu'on comprend au fur et à mesure de l'enquête, c'est que la principale fonction du service d'urgence de la clinique est de constituer pour les médecins spécialistes actionnaires un vivier de recrutement d'une clientèle. Et c'est ce contexte de travail qui contraint les urgentistes, qui sont souvent vacataires dans ce service, à sélectionner effectivement les patients visés par les services de spécialité par les spécialistes. Et par exemple, durant l'enquête, je suis située donc à l'accueil de ce service et j'assiste à une conversation téléphonique entre le médecin urgentiste et un médecin généraliste de ville qui souhaite adresser son patient au service d'urgence de la clinique. Et l'urgentiste, je n'entends que l'urgentiste évidemment, et l'urgentiste donc s'enquiert du type de pathologie du patient, jusque-là tout va bien, mais également de sa couverture sanitaire, je l'entends dire. Il a une mutuelle et donc je comprends qu'au bout c'est oui, et j'apprends durant l'échange aussi que ce patient est architecte, ce qui me questionne dans une conversation entre 2 médecins pour accueillir un patient en urgence. Et donc loin d'être un fait isolé, cet échange finalement, et d'autres, attestent de l'importance du critère socio-économique dans la décision d'admission
du patient dans ce service d'urgence. Un critère mesuré à l'aune de sa couverture sanitaire. Alors, dans l'enquête, j'ai vu que c'est le type de complémentaire est important, c'est-à-dire que avoir une mutuelle ou pas, c'est pas, il y a ça qui est discriminant, mais c'est aussi le type de complémentaire qui est intéressant, qui distingue les patients des services d'urgence du CHU et de la clinique. Et donc, couverture sanitaire et catégorie socio-professionnelle. Les statistiques issues de l'enquête par questionnaire ont permis de confirmer l'existence de cette sélection sur la base du critère socio-économique. À savoir quand même que vous pouvez très bien avoir une très bonne complémentaire et être architecte. Si vous avez un problème social de type alcoolisme, ce qui est apparu, vous irez au service d'urgence publique. Si vous avez fait une tentative de suicide ou bien enfin, ce genre de choses, vous allez au public. Donc le critère économique s'ajoute à d'autres critères pour pouvoir aller dans ce service d'urgence de la clinique. Les observations et les entretiens qui ont été réalisés auprès des médecins régulateurs permettent aussi de comprendre que la clinique recrute des patients qui sont non seulement solvables, donc sur la base de leur mutuelle, pour leur couverture sanitaire, mais aussi ils doivent être rentables pour la clinique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est on est rentable si on souffre d'un problème organique qui est ciblé. En fait, me dit un médecin régulateur, en fait, la clinique, ils aiment bien quand c'est assez précis. Un truc orthopédie, un truc cardio, un truc digestif, ils vont faire le diagnostic, ils vont le donner au chirurgien digestif qui va régler le problème et en fait, le patient sort et un autre patient peut rentrer. Et donc, dans ce cadre, les personnes polypathologiques qui font partie des patients et des patientes indésirables dans ce service. Il convient de préciser qu'il y a des pratiques de résistance des médecins urgentistes de cette clinique. Hein. Ils essayent parfois ils soignent parfois des personnes qui n'ont pas de couverture sanitaire en prenant, par exemple, en payant eux-mêmes finalement les soins ou en appelant le service facturation pour prévenir que là, ils ont décidé de soigner une personne qui n'est pas solvable. Mais voilà, au-delà de ces pratiques finalement de résistance qui traduisent la volonté de faire primer l'éthique soignante sur la logique gestionnaire, les statistiques indiquent que les critères de tri économique s'imposent bel et bien à ces médecins. Alors, durant l'enquête, il y a une autre forme de tri que j'ai vue qui est invisible aussi et qui se fait toujours en amont des services d'urgence. Et cette fois-ci, c'est le tri qui se fait, une forme de tri avec des patients qui occupent la frange supérieure de la classe supérieure, qui recourent à leur réseau médical pour accéder directement aux spécialistes qui est à même de les soigner. C'est lors d'une journée où la clinique tous les lits de la clinique étaient pleins et donc j'ai vu arriver dans ce service d'urgence des patients qui généralement ne passent jamais par les urgences. Donc ce sont des patients qui recourent à leur réseau médical. C'est une poignée de patients. Hein. Et pour eux, passer par les urgences est difficilement envisageable. Lorsqu'un problème de soins survient, ils mobilisent leur réseau médical et ils accèdent directement aux services spécialisés qui correspondent à leur état de santé sans passer par les urgences. Donc c'est une filière finalement de contournement des services d'urgence. Si on regarde maintenant après s'être intéressé on s'est intéressé à l'amont des services d'urgence, maintenant au niveau de l'accueil des services d'urgence. Alors même si le service d'urgence public il est plus ouvert, il y a des pratiques de sélection qui existent aussi à l'entrée. Les professionnels hospitaliers sont aussi soumis à un système de contraintes imposé par une logique gestionnaire. Les observations montrent que donc les pratiques de sélection ne sont pas absentes dans ce service puisqu'ils sont constamment confrontés à un dilemme. D'un côté, ils doivent accueillir toute personne qui se présente pour des soins, mais de l'autre, il y a les services de spécialité qui sont réticents à admettre certains types de patients considérés comme non rentables pour le service. Et dans ce contexte, le personnel donc, a pour consigne notamment
entre autres, hein, de réorienter les patients les plus précaires, et notamment les patients sans assurance maladie, vers une autre structure de soins qui est la permanence d'accès aux soins de santé. Et donc, c'est une 4e filière de soins d'urgence qui s'est dessinée dans l'analyse au fur et à mesure de l'enquête de terrain. Et donc, on voit qu'il y a différentes pratiques de tri qui participent à produire des filières d'accès aux soins d'urgence qui vont être socialement différenciées. Il y a la filière d'urgence publique, il y a la filière d'urgence de la clinique privée à but lucratif, il y a la filière de contournement des services d'urgence et il y a la filière qui est plus la filière d'assistance socio-médicale qui est représentée notamment par les PASS. Donc, on voit qu'il y a des disparités d'accès aux soins, mais comme l'écrit Pierre Lombraille, finalement, entre la mise au jour de l'existence de disparités sociales d'accès aux soins et l'énonciation d'une inégalité sociale dans l'accès aux soins d'urgence, le pas doit être franchi avec prudence. Effectivement, il faut démontrer que la qualité des soins dispensés dans l'une ou l'autre filière diffère selon les filières. Et sur ce point, finalement, l'enquête ethnographique montre que l'accès aux soins de spécialité appropriés à l'état du patient sera plus rapide si ce patient est adressé au service d'urgence de la clinique privée. Et en fait, pour le dire vite, selon la filière que l'on emprunte, la temporalité d'accès aux soins appropriés à notre état de santé sera plus ou moins longue. Or, on le sait, selon que, et c'est la question des délais d'intervention hein, des sapeurs-pompiers, là, dont on nous a parlé tout à l'heure, selon que le temps est plus ou moins long, on aura plus ou moins de s'en sortir. Et donc, sur la base de ces données, il apparaît donc que, effectivement, les disparités sociales d'accès aux soins d'urgence sont bien synonymes d'inégalité sociale. Et on constate ici que les inégalités de chance, finalement, de survie, on va dire, sont le résultat de tout un processus que l'enquête permet de déconstruire. Un processus, il y a tout ce qui se déroule en amont des services d'urgence, ce qui se déroule au sein du service d'urgence. Puis après, une fois arrivé au service d'urgence, on n'a pas terminé notre route. On sait qu'après, il y a le service de spécialité et là, ce sera plus ou moins long selon quel patient on est. Et donc, l'enquête permet de montrer in fine l'existence d'une hiérarchisation sociale des vies, ou dit autrement, hein, pour paraphraser Didier Fasson dont on a déjà parlé ce matin, l'existence de vies inégales. Et les personnes âgées polypathologiques ne sont pas les seules à occuper une mauvaise place hein, dans cette hiérarchie ou dans ce classement. Les personnes migrantes sans papier occupent également une mauvaise place, les personnes souffrant de troubles psychiques aussi, les personnes ayant des problèmes sociaux également. Et donc pour conclure, je dirais qu'à travers les opérations de tri, finalement s'expriment en actes les jugements de valeur sur les vies qui ont cours dans le domaine de la santé et dans notre société plus généralement. Et à mon sens, là où il est intéressant de concentrer la réflexion, c'est sur cette question de comment peut-on éviter de mettre les professionnels de santé dans des conditions qui les contraignent à devoir faire des choix intolérables, comme ça se passe, comme ça s'est passé dans le cadre de la pandémie. Et donc, il s'agit plus largement de questionner les politiques de la vie et la manière dont on traite la vie. Et en écoutant ce matin, je conclurai là-dessus pour faire un peu le lien avec ce matin. Il m'a semblé qu'il y avait, on a parlé au tout début des ressources qui sont nécessairement limitées, et donc on l'a vu, hein, ça s'est traduit là par des pénuries de masques, de respirateurs, de médicaments, etc. Et il ne faut pas oublier que juste avant la pandémie, il y avait pendant des mois et des mois des services d'urgence qui alertaient déjà sur le fait qu'ils étaient déjà en tension permanente et donc qui les conduisait déjà à faire des choix, des arbitrages qui étaient intolérables. Et donc, il y a cet aspect-là de la question des politiques de la vie, des choix qui sont faits au niveau politique, des choix économiques notamment, on voit bien là les critères socio-économiques dans l'enquête, on voit bien que ça échappe en partie, enfin ça échappe même complètement aux médecins, c'est-à-dire que ça s'impose à eux. Et l'idée, c'est vraiment de comment est-ce qu'on pourrait faire, et ça rejoint
les questions sur l'Ondam, comment on pourrait faire pour éviter de les mettre dans ces situations-là, parce qu'il y a ce débat-là, mais il y avait aussi un autre aspect du débat sur la valeur des vies qui est effectivement, et qui moi, n'est pas ce sur quoi je travaille, mais dont on a parlé, qui est le fait des décisions d'arrêt de vie, c'est-à-dire les médecins qui, selon quels critères on décide d'arrêter une vie ou de poursuivre les soins. Et là, ce qui me semble intéressant dans ces questions-là, c'est que l'éthique, qu'on appelle toujours éthique médicale, peut-être qu'on pourrait appeler ça une éthique sanitaire, que l'éthique ne soit pas conservée dans les mains de quelques-uns, ne soit pas uniquement appropriée par les médecins, mais soit co-construite avec des citoyens, des patients, plus largement, qui serait une éthique comme voir cette éthique comme une action collective, finalement. Voilà, donc j'en terminerai là pour les liens avec ce matin.